La chambre préliminaire donc a approuvé ces demandes et a émis des mandats d'arrêt le 21 novembre 2024 en estimant donc qu'il existait des motifs raisonnables de croire que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité avaient été commis. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Alexandre Bensoussan. Alexandre, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Vous êtes juriste, avocat dans le plus grand cabinet d'avocats d'Israël, Fuchs, Herzog, Fuchs et Neeman. J'espère les avoir dit dans l'ordre, mais c'est pas très important. C'est en tout cas le cabinet le plus important et c'est un cabinet qui est au fait, on va dire, d'un dossier dont je voudrais qu'on parle avec vous ce matin. C'est le dossier de la Cour pénale internationale, en particulier des mandats d'arrêt qui ont été déposés devant la Cour pénale, qui ont été publiés par la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou et contre l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pendant la guerre. Alors, ce qui a attiré notre attention, c'est une annonce faite par Israël qui demandait la récusation du procureur général de la CPI, Karim Khan, parce qu'il est impliqué, on va dire, dans une sombre affaire d'harcèlement sexuel. Et en Israël, on dit que cette affaire a un lien direct avec sa décision de recommander ou de demander la publication de ces mandats d'arrêt contre Netanyahou et contre Yoav Gallant. Vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Alors déjà, Daniel, j'aimerais revenir en arrière et faire un petit point en fait sur les mandats d'arrêt pour comprendre de quoi il s'agit et d'où ça part en fait. D'abord, il faut comprendre qu'en tout premier lieu, l'engagement en fait de la Cour pénale internationale dans la situation en Palestine, donc dans ce qui se passe en Israël, elle s'ancre en fait dans l'adhésion de l'autorité palestinienne au statut de Rome, donc en 2015. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on accorde à la Palestine, entre guillemets, de faire partie du statut de Rome, a donné la compétence à la Cour de pouvoir en fait légiférer dans les affaires qui concernent Israël. Oui. Donc, cet acte donc, ouvre la compétence de la Cour sur les territoires, donc à Gaza, en Judée-Samarie et donc à Jérusalem-Est. Et suite à cette adhésion, et donc à la décision rendue en février 2021 confirmant sa compétence territoriale, une enquête a été ouverte donc concernant ce qu'ils appellent la situation en Palestine en mars 2021 par la procureure de l'époque, donc Bensouda. On est bien avant la guerre, hein. On est bien avant la guerre. Et c'est très important de le justifier parce qu'en fait, ça va permettre à ceux qui nous écoutent de comprendre exactement de quoi il s'agit et où est le vice de procédure. Donc maintenant, en fait, on a une autre situation qui n'a rien à voir en fait avec la première enquête qui a été ouverte donc à l'époque en 2021, qui était elle-même due aux actes en fait qui avaient été commis selon en fait leurs accusations en 2014. Oula. Et en fait, donc, le conflit survenu après les attaques du 7 octobre 2023 a conduit en fait à une accélération des investigations. Et le 20 mai 2024, Karim Khan, donc procureur de la Cour pénale internationale, a sollicité des mandats d'arrêt donc auprès de la chambre préliminaire qui visait à la fois des dirigeants du Hamas, donc c'était Sinwar, Daif et Haniyeh, et les deux plus hauts responsables politiques militaires israéliens de l'époque, donc Benyamin Netanyahou, qui est toujours Premier ministre, et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, en se fondant donc sur l'article 58 du statut de Rome. La chambre préliminaire donc a approuvé ces demandes et a émis des mandats d'arrêt le 21 novembre 2024 en estimant donc qu'il existait des motifs raisonnables de croire que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité avaient été commis. Alors, depuis Oui. Israël a essayé de se défendre et a avancé plusieurs arguments. Absolument. Alors, en fait, concernant les arguments qu'on a avancés au cours des différents appels et des différents échanges avec la Cour, il y a 4 axes en fait de contestation principale. Le premier axe, c'est premièrement que donc nous ne sommes pas partis au statut de Rome et par conséquent on conteste la validité et la recevabilité de ces affaires sur 4 principaux fondements juridiques malgré la décision de la Chambre préliminaire. Le premier, donc, c'est la contestation de la compétence territoriale, donc, c'est-à-dire le statut de l'État de Palestine. Donc, c'est à mes yeux l'argument le plus fondamental qu'on ait mis en avant. C'est la remise en cause de la légalité de l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale. Donc, à nos yeux, donc, la Palestine ne répond pas aux critères d'un État au sens du droit international, c'est-à-dire souveraineté complète, frontières définies, population stable, gouvernement, et n'a pas pu légalement ratifier le statut de Rome.
Donc c'est une contestation qui vise directement à annuler la compétence territoriale de la Cour sur les territoires concernés. Le deuxième argument, c'est la violation du principe de complémentarité. Donc c'est un argument de fond. C'est que la CPI est une cour de dernier ressort, on le rappelle, Daniel, qui peut intervenir que si l'État concerné est sans volonté véritable ou est incapable d'enquêter lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, il faudrait constater tout d'abord que l'État, quant auquel on veut enquêter, est un État ce qui s'appelle failli. C'est-à-dire que ces cours ne sont plus compétentes, ne sont plus en capacité. Or, on le sait très bien, on va le rappeler, le Premier ministre lui-même est en cours d'investigation en Israël. Israël est une grande démocratie qui a condamné par le passé son président, on le rappelle, Moshe Katsav, à de la prison. Donc, les cours israéliennes sont parfaitement compétentes, en fait, pour légiférer dans nos affaires internes sans que des cours internationales puissent intervenir. Le troisième point, c'est le vice de procédure, donc c'est la violation de la notification formelle. Lorsque la Cour, donc quand bien même déciderait-on et décréterait-on que la Palestine est un État qui a le droit en fait de se voir octroyer les investigations de la Cour pénale internationale, qu'elle est partie au statut de Rome, que nous sommes un État failli, il doit y avoir, selon le traité de Rome, une notification formelle selon l'article 18. C'est-à-dire que le procureur de la Cour pénale internationale qui veut investiguer une affaire doit tout d'abord nous notifier au moins un mois à l'avance de l'ouverture et de la volonté d'ouvrir une enquête. Or, ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que Karim Khan, en réalité, a utilisé cette espèce de faille qui visait à dire que, étant donné qu'une enquête était déjà en cours en Israël, il pouvait s'y engouffrer et que, par conséquent, nous avions déjà été notifiés en 2021. Or, ce sont deux affaires qui n'ont absolument rien à voir. Et c'est extrêmement important de le rappeler, puisqu'il doit y avoir un principe de spécificité. Lorsqu'on ouvre une enquête, par exemple, contre le voisin parce qu'il aurait éventuellement en fait volé un bout de pain, on ne peut pas, 10 ans après, venir lui dire « Ah bah finalement, tu as rendez-vous au tribunal pour quelque chose que tu as fait hier. » C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une dissociation totale. Okay. Alors ça c'est bien compris. Alors où on en est aujourd'hui et en quoi, c'est-à-dire où on en est au niveau des recours déposés par Israël pour aller à l'encontre, pour essayer d'annuler, on va dire, de récuser donc ces accusations, en tout cas ces mandats d'arrêt, et en quoi cette dernière demande, cette dernière requête israélienne, elle a une chance d'aboutir? Alors déjà il faut le rappeler. Il y a déjà un appel qui a été émis concernant les mandats d'arrêt. Donc, c'est un appel qui avait été émis quelques mois après l'émission des mandats d'arrêt. Cet appel avait été refusé par la Chambre d'appel et nous avions fait appel concernant l'appel en disant que la Cour pénale internationale ne nous avait pas, donc cette Cour d'appel, ne nous avait pas laissé faire valoir nos arguments de fond. Et la Cour pénale internationale, donc la deuxième Chambre d'appel, nous a donné raison et a reçu le fait que les arguments de fond concernant l'appel d'Israël ne s'étaient pas fait octroyer suffisamment de poids. Par conséquent, si jamais cette procédure aboutit, c'est une procédure qui est toujours en cours, et je le rappelle, malgré le fait que les mandats d'arrêt soient toujours exécutoires. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont toujours en vigueur. Oui, bien sûr. En revanche, la Cour d'appel nous a accordé le fait que notre appel n'avait pas été suffisamment examiné. Et notre appel concerne, comme je l'ai dit précédemment, le principe de spécificité, le principe de complémentarité et la compétence de la Cour concernant l'État de Palestine. Donc, en réalité, ce sont trois choses qui sont toujours en attente, qui attendent en fait que la Cour statue en leur État et par conséquent, en fait, qui nous laisse l'opportunité de pouvoir justement faire annuler ces mandats d'arrêt. Alors justement, c'est-à-dire, on sait que la Cour, elle est politisée, hein, c'est pas un secret. Quelles sont les chances d'aboutir de ces requêtes? C'est-à-dire, est-ce que et dans quel laps de temps? Parce qu'on sait aussi que la Cour, elle prend son temps, quoi, en général. Que la Cour soit politisée, je vous avoue, Daniel, que moi, donc ça fait, on représente le Premier ministre et on représente Yoav Gallant depuis quasiment le début en fait des mandats de l'émission des mandats d'arrêt. Moi, je vous avoue que je ne me suis jamais prononcé. Par principe, on ne se prononce jamais en fait sur la politisation de la Cour, tout simplement pour une simple raison,
c'est que je pense que juridiquement parlant, objectivement parlant, factuellement parlant, nous n'avons absolument pas besoin d'en arriver là. C'est-à-dire qu'en fait, les arguments juridiques et factuels sont bien assez suffisants pour pouvoir justifier le fait que ces mandats d'arrêt sont illégaux et que par conséquent, ils doivent être annulés. Donc, le fait que la Cour prenne son temps, écoutez, qu'elle prenne son temps. Moi, à mes yeux, elle aboutira, si elle est juste et si elle est objective, au fait que ces mandats d'arrêt n'ont pas lieu d'être. Et donc, c'est possible qu'il soit annulé tout simplement à un certain moment. Bah, écoutez, moi, je pense que c'est possible qu'il soit annulé. C'est possible qu'il soit annulé parce que, comme je l'ai dit précédemment, la Cour d'appel, en fait, nous a quand même donné raison quant au fait que nos arguments en appel ne s'étaient pas vus octroyer le Mhm. poids suffisant et qu'ils avaient été traités, en fait, avec négligence. Mhm. Donc, par conséquent, on a vu une once de lumière dans la Cour pénale internationale qui a enfin fait preuve un petit peu d'objectivité et qui nous a fait refaire valoir nos arguments, qui nous a laissé l'opportunité de les refaire valoir. Maintenant, vous me parliez précédemment de Karim Khan, du procureur. Oui, et de ses affaires. Et de ses affaires. Alors, on le rappelle, Karim Khan, en fait, c'est le procureur qui a utilisé donc cette faille, c'est-à-dire ce qu'il appelle la situation en Palestine. Donc, c'est-à-dire un dossier en fait qui était déjà ouvert, qui avait été ouvert en 2020 suite aux affaires, on le rappelle, de Soukaïtan en 2014. Il a utilisé cette situation pour pouvoir s'y engouffrer, prétexter en fait qu'il n'avait pas besoin de notifier Israël quant à une nouvelle situation Ouais. et par conséquent ouvrir une enquête concernant les exactions d'Israël et les crimes de guerre d'Israël qui étaient dus en fait suite au 7 octobre 2023. Donc ce procureur, on le rappelle, et bien évidemment je me limiterai qu'aux faits, mais il s'avère que les faits sont accablants le concernant. Premièrement, en fait, avant qu'il devienne donc procureur général de la Cour pénale internationale, on rappelle qu'il était procureur en Angleterre, qu'il avait demandé aux médias de taire une affaire qui était quand même extrêmement grave, c'est que son frère, en réalité, était un élu, donc un élu au Parlement britannique. Son frère s'est vu démissionner pour harcèlement sexuel sur un enfant de 15 ans, donc sur un garçon de 15 ans. Et Karim Khan, qui était à l'époque procureur d'État, avait demandé pour raison religieuse aux médias de taire l'affaire, de ne pas ébruiter l'affaire, pour respecter les Mhm. sentiments religieux de la famille. Donc déjà, en fait, c'est une première affaire. Je ne m'exprimerai pas la concernant. Je pense que les faits sont criants et parlent d'eux-mêmes. Je pense que lorsqu'on mélange des considérations qui sont des considérations religieuses, familiales, politiques, et surtout quand il s'agit de harcèlement sexuel sur un mineur de 15 ans, c'est assez problématique. Maintenant, nous concernant et concernant en fait Karim Khan aujourd'hui, Karim Khan est lui-même visé, donc a été visé premièrement par une première plainte d'une collaboratrice, Mhm. donc qui travaillait avec lui sur le dossier entre autres de harcèlement sexuel, donc de comportement non approprié, qui faisait référence donc à du harcèlement sexuel, puis a été visé par une seconde plainte. Karim Khan, dans sa grande magnanimité, a décidé, on va dire, de s'extraire du dossier. Et c'est maintenant en fait une nouvelle procureure, une Khan aussi, donc qui a repris le flambeau. Et il s'avère en fait que il y a ces derniers mois des témoignages, donc ils valent ce qu'ils valent, mais il y a des témoignages en fait de cette collaboratrice qui vivrait à dire en fait que Karim Khan lui avait demandé, on va dire, de ne pas parler parce que cela pourrait mettre en danger la viabilité des mandats d'arrêt, entre autres. Mhm. Donc c'est une affaire qui est extrêmement alambiquée, où il y a énormément de considérations qui sont des considérations qui sont, on va dire, complètement étrangères et loufoques au dossier qui viennent interférer dans une Mhm. affaire qui a quand même énormément de poids, qui est énormément médiatisée. Donc même si Karim Khan est pour l'instant mis sur la touche, qu'il s'est mis sur la touche comme on l'a dit, il s'agirait en fait qu'il le soit définitivement et qu'il n'ait pas la possibilité en fait de réinterférer et que bien évidemment en fait ces considérations soient prises en compte lorsque les juges vont devoir statuer de l'appel qu'on a émis et de la validité des mandats d'arrêt.
Oui, on le comprend bien. C'est une affaire complexe que vous nous avez bien expliqué. C'est important de souligner. Donc, il y a une demande réactualisée, on va dire réactualisée de la part d'Israël concernant les mandats d'arrêt déposés contre Binyamin Netanyahou et Yoav Gallant, à la suite donc des accusations portées contre Karim Khan. Donc, c'est extrêmement important. Merci beaucoup, Alexandre Bensoussan, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir éclairé sur ce dossier. Merci encore, Alexandre, et à bientôt. Merci à vous, Daniel. Bonne journée.